L'audiodescription, l'art d'écouter les images. L'audiodescription est arrivée en France il y a un peu plus de 30 ans. Largement développée depuis lors par l'association Valentin Huy, elle est restée longtemps la préoccupation de passionnés, de cinéma, de radio, de traduction et de voix. Patrick Saonit, chargé du développement de l'audiodescription au sein de l'AVH de 1989 à 2019. L'audiodescription, c'est tout simple. C'est une voix qui va expliquer dans ce qu'on appelle les blancs du dialogue ce qui se passe à l'écran ou sur un plateau de théâtre. Cette voix, bien évidemment, ne dit pas n'importe quoi. Le texte est écrit par des auteurs. Gérard Chevalier-Appert, audiodescripteur formé à l'AVH. Le but de l'audiodescripteur, c'est vraiment de coller à l'image et de délivrer l'information vraiment en même temps. On ne va pas faire un résumé au bout d'une séquence en disant ce qui s'est passé avant. Si on ne peut pas parler, si on ne peut rien dire, parce qu'il y a un dialogue, parce qu'il y a des bruits vraiment signifiants, importants qu'on ne veut pas gommer, on ne dit rien. Mais en tout cas, on donne l'information au fur et à mesure. Et donc, le déficient visuel l'aperçoit et l'entend en même temps que le voyant. Dune Cherville, audiodescriptrice formée elle aussi à l'AVH. Tous les mots ne font pas image, surtout. Quel mot va faire une image? Il faut aller très vite. C'est-à-dire que moi, j'ai des plans successifs. Il faut que j'arrive à donner des images, qu'elles s'enchaînent, que ce soit pas trop d'images d'un coup, et en même temps que ça suive la narration du film. Et puis, il y a des mots qui sont très beaux à l'écrit. Par contre, ils sont insupportables à l'oreille. L'audiodescription est née en 1975 aux États-Unis. Elle est l'initiative d'un chercheur de l'Université de San Francisco. Patrick Saonit. Elle est née dans un salon, devant une télévision, avec Gregory Fraser, qui, fin des années 70, allait voir un de ses amis qui était déficient visuel. Et quand il est arrivé, la femme de cet ami expliquait donc aux déficients visuels ce qui se passait à l'écran en direct. Et très vite, il s'est dit, oui, c'est pas mal, c'est une bonne idée, mais il y a quand même des petits problèmes. C'est-à-dire quand elle décrit, elle couvre en fait les dialogues, elle rate un petit peu du film, c'est moyennement convivial, et puis surtout ça, dans une salle de spectacle, c'est pas possible. Le doyen de cette même université n'est autre que le frère du cinéaste Francis Ford Coppola. Il se passionne pour ce projet et aide Gregory Fraser à prendre en main l'audiodescription. Et de fil en aiguille, les choses se sont développées avec une première projection du film Tucker, donc un des films de Francis Ford Coppola, audio décrit dans une salle de cinéma au moment de la sortie du film. Nous sommes en 1988. Tout juste un an après, l'association Valentin Huy est contactée à propos d'audiodescription. À un moment donné, l'association Valentin Huy a été contactée par Marie-Yvonne Simoneau, qui travaillait à l'université de la Sorbonne à Paris, qui traduisait en fait des textes pour Auguste Coppola. Et en parlant en fait avec lui, elle a proposé à l'association Valentin Huy de prendre en charge l'audiodescription en France. Et du coup, l'association Valentin Huy a envoyé 3 personnes à San Francisco pour suivre en fait une formation auprès de Gregory Fraser et d'Auguste Coppola. Les 3 personnes qui y sont allées sont Marie-Yvonne Simoneau, Jean-Yves Simoneau, son fils, et Marie-Luce Plumosy. À leur retour, les 3 Français et l'AVH deviennent les garants du développement et de l'évolution de l'audiodescription en France. Il a fallu très vite monter des équipes pour répondre aux premières demandes des chaînes et surtout bien former les auteurs, les futurs audiodescripteurs. C'est la chaussée. Gérard finalise l'audiodescription du Coup du parapluie, un film de Gérard Horry avec Pierre Richard, sorti en 1980. Rejoins la sienne et tapote la carrosserie. On se sentir qu'il arrive bien sur sa voiture. Il tape sur le capot des voitures, rejoint la sienne, donc c'est clair. La première des qualités, bien sûr, c'est d'avoir une bonne maîtrise de la langue française, être capable de trouver le mot juste, la bonne formule ou l'expression qui va faire sens et qui va très vite créer une image mentale claire pour le déficient visuel. Ouais, je pense qu'on pourrait plutôt rester sur farfelu. Fantasque, effectivement, va aussi. L'audiodescription, c'est vraiment une technique d'écriture, c'est un style d'écriture très particulier qui a ses codes et donc qui est
essentiellement vraiment fondé sur le sonore. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur une œuvre complètement finalisée, très structurée, avec des dialogues, une musique, un montage, un mix. Et nous, on fait, à partir de cette œuvre, le travail en fait un peu du réalisateur à l'envers, c'est-à-dire que le réalisateur part d'un texte et le met en image, et nous, on part des images, et on rajoute des mots. Il brandit le parapluie comme une canne blanche. Il tape sur le capot des voitures, rejoint la sienne et tapote la carrosserie. Dune Cherville. C'est-à-dire que la langue française, elle est tellement riche, il y a tellement de possibilités. Après, nous, le travail de description, c'est vraiment, on tourne les phrases dans tous les sens. C'est-à-dire qu'une phrase, à la lueur d'une bougie, une femme travaille à son bureau. Ok, une femme à son bureau travaille à la lueur de sa bougie. Enfin, c'est vraiment, c'est presque du Molière, tes beaux yeux verts, mais d'amour, tes beaux yeux. Enfin, on peut tourner dans tous les sens et on essaye de voir qu'est-ce qui coule le mieux, qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est la lueur de la bougie tout de suite à donner en premier pour donner un cadre, ou est-ce que l'important c'est que c'est cette femme qui travaille à son bureau? Le choix des mots, l'ordre des mots. Patrick Saonit. Quand on a démarré l'audiodescription, même au sein de l'association, il a fallu persuader les gens que l'audiodescription, ça allait fonctionner, parce qu'on avait des vieilles caricatures. Le déficient visuel ne regarde pas la télévision, il ne va pas au cinéma, il écoute que la radio, il a besoin que de ça. Il lit le journal éventuellement, mais c'était impensable pour certaines personnes que des déficients visuels aillent au cinéma, alors que même sans audiodescription, les gens allaient au cinéma, allaient au théâtre. Bertrand Vérine, enseignant-chercheur en linguistique textuelle à l'université Montpellier III, est aveugle de naissance. Mon premier contact avec le cinéma, ça a été les soirées télé de mon enfance, où évidemment il n'y avait pas du tout d'audiodescription, et où tout le monde était pris dans son western ou dans son polar, et donc finalement je posais pas beaucoup de questions, et j'ai pris l'habitude de me faire mon histoire dans ma tête et de vérifier après coup est-ce que c'était bien ça qui s'était passé, et donc d'avoir l'habitude d'un peu de suspense ou d'un peu de flou en disant bon, ça je crois comprendre, ça je ne comprends pas. Et puis on va reconstruire le puzzle après coup. Évidemment, quand ensuite on peut mettre un petit peu des codes au point avec une personne souffleuse d'images, ou bien avoir une audiodescription, ça devient beaucoup plus confortable, parce qu'il y a moins ou plus du tout ces zones de flou et d'attente et d'incertitude. Bon, mais moi, comme j'ai appris ça tout petit, c'est une forme de jeu. Alors que, évidemment, pour une personne qui a perdu la vue récemment, c'est pas du tout un jeu, c'est au contraire une angoisse qui lui rappelle que là, elle est en train de rater des choses, là, elle est sûre que il y a quelque chose d'important, même si c'est pas toujours vrai, qu'elle ne voit pas et qui lui échappe. Marie-Pierre Varnaud, non-voyante tardive et férue de cinéma, est depuis peu à la présidence de Retour d'Images, une association à laquelle elle a adhéré il y a plus de 15 ans. Dans l'accessibilité à la culture pour tous, c'est la démarche inclusive qui prévaut. On était en 2003, la loi de 2005 sur l'accessibilité
était en gestation. Hein. Et cette association a vraiment eu une démarche importante puisqu'elle a vraiment essayé de valoriser cette nécessité d'accessibilité à la culture pour tous et au cinéma. Et quoi de mieux que le cinéma pour partager, hein. Quand on est dans une salle de cinéma, qu'il y a un débat, là vraiment l'émotion est là, le partage se fait. Et il était effectivement, pour moi, c'était vraiment très important, alors que je perdais la vue, que je travaillais dans le secteur du cinéma, de pouvoir me raccrocher encore au cinéma. Je ne voulais pas en être exclue. La femme tourne son beau visage vers elle et l'embrasse sur la bouche avec ardeur. La femme blonde éteint la lumière. Elles se serrent l'une contre l'autre. Dune, de chez elle, s'applique aux dernières retouches de l'audiodescription du film 2 de Filippo Meneghetti, un film singulièrement difficile à décrire. Un film d'auteur très beau, très intimiste, sur l'histoire de deux femmes qui sont à la retraite, qui ont 70 ans, qui vivent dans une petite ville du sud de la France, qui vivent sur le même palier, l'appartement d'en face. La femme blonde la pousse délicatement contre le mur. Et on apprend qu'elles sont amoureuses et qu'elles le cachent à leur famille, enfin que c'est pas si simple que ça. Et c'est cette histoire sensible, délicate. Les premières lueurs de l'aube enveloppent un pont en pierre, faiblement éclairé par des lampadaires. Les arcades soutenues par les piliers se reflètent dans le fleuve. Donc là, le démarrage, ce qui est très particulier, c'est que jusqu'à à peu près 5 minutes du film, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que du bruit, il y a des oiseaux, il y a des bruits de feuilles, il y a des bruits d'eau, il y a toute une ambiance. Mais en fait, on ne sait pas où on est, qu'est-ce qui se passe, à quel moment de la journée, qui parle. Elle hurle de toutes ses forces. L'inquiétude envahit son beau visage. 2, un film de Filippo Meneghetti. On va donner à voir les 5 premières minutes, puisqu'on n'est pas accompagné par les dialogues, juste par du bruit. Et puis il va falloir laisser vivre ces bruits, parce qu'ils existent, parce qu'ils sont beaux, qu'ils sont sensibles. Et voilà, il va falloir se fondre à l'intérieur de cette bande-son. Marie-Pierre et Dune sont prêtes à s'attaquer à la relecture de l'introduction si particulière du film de Filippo Meneghetti. Car en effet, Marie-Pierre Warneau est également relectrice déficiente visuelle pour le cinéma. Une nuée d'oiseaux s'envole dans le ciel bleu pâle. Dans un parc public, une fillette est appuyée contre le tronc d'un platane. 11, 12, 13, 14, 15. Une autre petite fille aux longs cheveux bruns coiffés en tresse et vêtue d'une robe blanche cherche une cachette parmi la multitude de platanes alignés. Une rangée de platanes. Parmi la rangée de platanes. Ça- Ouais, c'est joli, ouais. Ça Ouais. tirait. Parmi la rangée de platanes, ouais, c'est très bien. Alors du coup, on vire aligné, on gagne en plus, hein. Une autre petite fille aux longs cheveux bruns coiffée en tresse et vêtue d'une robe blanche cherche une cachette parmi la rangée de platanes. Une rangée Bah, de platanes. en fait, il y en a peut-être. 2. Ah. C'est pour ça que j'ai tu mis peux la mettre multitude. 2 rangées de Parmi platanes. les rangées de... Entre deux. Entre Ou entre Non, mais deux. elle cherche pas entre, elle Entre. cherche... Quand on fait une relecture, en tant que collaborateur aveugle, on est au service de l'œuvre du cinéaste et aussi au service du spectateur. C'est-à-dire qu'on va essayer de se mettre aussi à la place du spectateur, de façon à ce qu'il soit, je vous dis, hein, on ne pense pas à sa place, c'est lui qui va ressentir les émotions, c'est lui qui va comprendre le film. On est là pour lui donner des indications, des précisions. Quand sur la bande son, on n'a pas l'expression d'un visage et qu'il se passe quelque chose, si on n'a vraiment aucun élément, on a besoin qu'on nous le dise. C'est indispensable. Parce que, bon, voilà, le cinéma, c'est de l'image et du son. Et on comprend très bien qu'un cinéaste, il n'a pas toujours envie de parler, de dire des choses. Sinon, il ne ferait pas de cinéma. Je cherche une cantine parmi... J'avais oublié de... Parmi 2 rangées de platanes. Oui, ou entre 2 rangées de platanes, non? Bah, elle cherche pas Elle est entre. entre. Tu vois ce que Ouais, elle elle cherche est pas entre. ouais. Mais elle passe d'une Cherche une rangée à cassette. l'autre. Elle passe d'une rangée à l'autre. Exactement. Ouais. Elle passe d'une rangée à l'autre. Donc, Elle se cache derrière un tronc d'arbre. L'autre fillette la cherche. Elle passe d'une rangée à l'autre. Elle porte une robe noire. 2 longues nattes lui tombent dans le dos. alors, pour être un bon audiodescripteur, moi, je dirais qu'il faut
déjà venir du milieu du cinéma. Avoir une culture cinématographique, savoir lire une image. Ça, c'est fondamental. Parce qu'effectivement, on pourrait très bien se dire, bon, moi, je suis journaliste, j'écris bien, mais non, il y a un point de vue, il y a des choses à dire qu'on va dire à un moment donné et que le cinéaste a voulu dire, il faut savoir attraper ça. Et parfois, c'est pas toujours le cas. Donc il faut vraiment avoir un regard cinématographique. Laissons Dune et Marie-Pierre à leur relecture du film 2 et retrouvons Gérard dans les laboratoires de la Société Éclair. C'est le jour de l'enregistrement de son audiodescription du coup du parapluie. À Paris, Grégoire fait le tour d'une place et se gare sur le terre-plein central. Il traverse le rond-point et entre en courant chez une fleuriste. Il lui met les mains aux fesses. 45-20. Ouais, 21. Ils regardent ensemble Grégoire traverser la chaussée. Il brandit le parapluie comme une canne blanche. Le parapluie s'ouvre devant le pare-brise. Cette audiodescription a été commanditée par la société ST501, spécialisée dans l'accessibilité des contenus audiovisuels. Laure Morisset, ancienne audiodescriptrice, est la responsable du pôle audiodescription de cette société. Alors, il me semble que le plus laborieux, c'est vraiment la question de faire reconnaître la qualité. Et la grande difficulté, c'est que une audiodescription peut paraître simple. La voiture stoppe sa course au bout d'un ponton étroit. Les adultes Or, soufflent. je le sais par expérience, que c'est évidemment bien plus complexe que ça, bien plus fin que ça, qu'on est obligé de faire des choix absolument tout le temps. Et c'est dans ces choix-là que réside aussi la qualité. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à démontrer. Fredo ouvre sa portière et sort. Parce que quand l'audiodescription est terminée, ça paraît être une évidence. Grégoire sort aussi. Elle a eu une période faste à un moment donné où elle a commencé à augmenter en volume, mais où il y avait encore très peu d'acteurs. Donc évidemment, les très peu d'acteurs dont je faisais partie ont pu continuer à faire leur travail dans de bonnes conditions, tant en termes de salaire que de délai. Et puis ensuite, et c'est tant mieux, il y a eu des quotas qui ont été mis en place, il y a eu donc un volume d'audiodescription qui a été demandé plus important d'abord pour les chaînes de télévision, maintenant avec des obligations du CNC pour les œuvres françaises. Donc tout ça, évidemment, est très bien. Là où il faut être vigilant, c'est sur les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. Cette profession fragile et sensible est affaire de transmission. De son apparition jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire de collaboration et de relais qui nous est contée. Nous retrouvons Dune à Angers, qui anime depuis 3 ans des ateliers d'initiation à l'audiodescription dans le cadre du festival de cinéma Premier Plan. Ces ateliers sont logés au sein de la très belle collégiale Saint-Martin. La représentation que les malvoyants ont, ils auront beau nous la décrire comme nous, on leur décrit, on ne pourra pas savoir. Et au final, j'ai envie de dire, peu importe, on a envie de vivre une expérience commune. Alors là, on est dans les ateliers de Premier Plan qui se passent en amont en fait du festival Premier Plan. Et là, donc, j'anime l'atelier d'écriture et d'initiation d'audiodescription pour... j'ai 8 participantes de 16 à 60 ans. Et donc, ce court-métrage qu'on va décrire, Gagarine, de Jérémy Trouille et Fanny Liattard, va servir ensuite à une projection d'une séance sensorielle pendant le festival Premier Plan. Le cosmonaute inaugure la cité en déposant une pelletée de terre au pied d'un arbre. Les habitants se pressent aux fenêtres. Un rectangle de ciel bleu émerge du noir. Le soleil jaillit. Le ciel s'embrase et devient rouge.
Gagarine, ça dure 15 minutes, c'est un court-métrage très difficile à décrire. Les 7 dernières minutes du film, il n'y a pas de dialogue, il n'y a quasiment pas de bruit, il n'y a qu'une musique. Donc les aveugles sont, sans l'audiodescription, sont complètement perdus, mais en plus, nous, on a tout à faire, donc c'est un défi. Et toi, tu aimerais y aller dans l'espace plus tard? Je sais pas si je serai assez fort. L'image devient noire sur des images d'archives, qu'est-ce que vous préférez? Des jeunes sont interviewés ou des jeunes sont au micro ou juste sur les images d'archives? Moi j'aimais bien des jeunes sont au micro, même juste des jeunes au micro, sur des images d'archives, des jeunes au micro. Ouais, il y a un côté documentaire, justement, on revient à la réalité historique. Ça me convient très bien, ça vous va? Ouais. Des jeunes au micro. Voilà. C'est grâce à la Fondation Visio qui a rencontré le festival Premier Plan, d'abord en créant un jury, le jury Visio, qui composé de malvoyants, qui vont aller écouter les lectures de scénarios pendant le festival et qui vont voter pour leur scénario préféré. Et Visio va cofinancer l'audiodescription du film, donc qui va être tourné et monté. Les pieds ancrés dans le sol, Yuri reste concentré, le visage doux et serein. Des vues partielles de la cité se détachent sur le ciel. Des balcons aux formes arrondies, l'arête du bâtiment, un gigantesque mur. La façade de l'immeuble, quadrillée de vitres dépolies, semble décoller. Le groupe est très studieux, les filles sont hyper dynamiques, super vocabulaire. Est-ce qu'il y en a une qui se sentirait de faire la relecture cet après-midi et qui aurait envie ou pas? Sachant qu'il faut être calé. Voilà, bah oui, mais il faut... La dite après-midi, c'est la rencontre entre le réalisateur et son film audio décrit. C'est aussi la présence des relecteurs déficients visuels, membres du jury Visio. Marion et Raphaël en font partie. Oui, alors on a utilisé un chien pour aller dans l'espace. Bon, d'accord, un présent, c'est fait. Ouais. Alors moi, je me centre surtout en fait sur ce qui me permet de comprendre l'histoire, en fait, plus que sur les décors ou sur l'aspect des personnages. Ça, c'est quelque chose que assez personnellement, j'ai tendance à zapper parce que ça ne me parle pas. C'est plus ça, pour moi, une bonne description. S'il y a des éléments qui n'ont pas été décrits et qui sont hyper importants pour bien comprendre tout l'enjeu de l'histoire, bah, pour moi, là, c'est raté, quoi. Alors moi, à l'inverse de Raphaël, j'ai énormément besoin de la description des décors, de ce qui finalement m'entoure, parce que j'ai besoin de me sentir un peu dans l'histoire et dans la tête du personnage principal, notamment. Donc moi j'adore avoir la description d'un immeuble, d'une forêt, de tout ce qu'on veut de possible et inimaginable, pour justement imaginer dans ma tête que moi-même je pourrais me retrouver dans ce cadre-là et d'évoluer en fait avec le personnage. Il est dans un ascenseur en combinaison orange, casque sous le bras. Sur des images en noir et blanc, une fusée est prête à décoller. Un gigantesque nuage de fumée se propulse dans les airs. La fusée fend l'atmosphère à toute vitesse. Il est rare que les réalisateurs assistent à la projection sonore de leur film audio décrit. Cette expérience sensorielle est une première pour Jérémy Trouille, co-réalisateur du film Gagarine. Sous ses yeux, très loin en contrebras, la cité Gagarine brille de mille feux. Les lumières clignotent aux fenêtres. Elle forme une fusée lumineuse qui décolle sur la façade. Félicitations à toutes. C'est hyper émouvant de découvrir le film avec les oreilles et avec vos mots. Moi, il y a rien qui m'a manqué, quoi. J'étais vraiment, et surtout la fin, j'étais bluffé parce que je trouve qu'il y a vraiment une émotion qui monte. Vous arrivez à nous mettre dans à la fois ce mystère de qu'est-ce qu'il est en train de faire, et puis quand on comprend les lumières sur la façade, ce dernier plan. Moi, ça m'a ému moi-même. Alors, je le connais, j'ai vu de nombreuses fois, mais c'est vrai que c'est une redécouverte. Il y a 29 ans, les pères de l'audiodescription n'imaginaient pas une telle envolée. Patrick Saonit. Et effectivement, maintenant, il y a un prix Marius
qui arrive depuis quelques années et qui décerne un prix à la meilleure audiodescription parmi les films qui sont primés au César. Et il est essentiel que ce prix existe pour que l'audiodescription continue à être de qualité, continue à innover, continue à présenter des choses agréables et qui fonctionnent. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadef.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/à vous de voir avec des tirets /. Auteure-réalisatrice Anne Tillet, producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec le soutien de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, UNADEV, avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée et de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet, production Valérie Verdier-Ferré, Thomas Bonnet, direction de l'unité de programme Patrick Charles, Thibaut Romain, direction déléguée environnement découverte Art de Vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.